Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Le spectacle, dit-on, est une petite famille. Vous en êtes les exemples types. Vous êtes 5, comme les Jackson 5 à leur début, sauf que vous avez été toujours plus proche du soleil que de la marche sur la lune de Michael Jackson. Bonjour Marc Nakache. Bonjour Jacques, très heureux d'être là. Alors vous êtes le représentant des 5 frères Nakache qui ont fait à la fois de la chanson, de la production. Le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours. En plus, dans quelques jours, le 10 septembre, vous serez à la salle Gaveau pour un concert familial, si j'ose dire. Donc on va en parler, mais on va surtout évoquer votre parcours à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie, cette saison comme les précédentes. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 29 juin 1987. C'est la première fois que dans un reportage au 13h, vous évoquez votre pays natal, l'Algérie, en évoquant la deuxième génération des Pieds Noirs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce reportage. C'est incroyable que vous me redonniez ce souvenir. Bien sûr que je me souviens très bien parce que c'était juste quelques jours avant la fête de l'indépendance de l'Algérie. Nous sommes une famille c'est vraiment une petite niche. Et en même temps, il y a dans le studio des jeunes gens. Comme ça, ils vont faire un petit cours d'histoire. Mais je suis pas prof d'histoire. Simplement que la vie de chacun, surtout à notre âge et tout, donne une relation avec le temps. Pourquoi ce 29 juin? Parce que c'était à quelques jours de la célébration de l'indépendance de l'Algérie. Et cette deuxième génération de gens qui sont nés ici et non là-bas, c'est un sujet important. Nous sommes nés à Constantine, et en étant nés à Constantine, on est parti avec notre histoire, on est parti précipitamment, mais je crois qu'on a un petit peu de temps ensemble, on va le faire. Alors, si vous savez, la première, c'est totalement intégré, ce qui n'était pas évident au départ, mais je crois que ce qui vous a sauvé dans vos jeunes années, c'est la musique, grâce à votre père. Bien sûr, sauver, je ne sais pas si c'est le mot véritablement adéquate, si vous permettez. Ça vous a fait vivre. Fait vivre depuis toujours. Mais sauver, non, parce que on a eu, au-delà de l'exil qu'a pu connaître notre père avec ses enfants, sa femme et ses enfants, et puis avec une histoire que je vous raconterai dans un instant qui est très touchante à travers sa vie. Mais nous, on n'a pas été sauvés réellement. On a été dans une jeunesse très heureuse et très, très portée par, en oubliant le soleil de l'Algérie, on a découvert le bonheur de la France métropolitaine. Alors, il se trouve, Marc Nakache, que finalement, votre père est un maître de la musique malouf. Le mot malouf, d'ailleurs, signifie composition fidèle à la tradition, ce qu'on ne sait pas toujours. Alors, la musique malouf, c'est de la musique arabo-andalouse, et dont il était l'un des maîtres, et qui est en même temps une sorte de vecteur et de connexion entre les communautés. Parce que chrétiens, musulmans, juifs, on fait à peu près cette musique qui est vraiment une tradition. C'est une musique qui se transmet oralement. C'est incroyable. Je me souviens que mon père, d'ailleurs, j'aurais dû l'amener pour vous le montrer, même si on ne peut pas le voir en radio, mais en tous les cas, il avait un livre écrit de sa main, tout un gros cahier énorme, écrit de sa main avec toutes les chansons de Malouf qu'il connaissait par cœur et qu'il a voulu nous transmettre pour qu'on puisse les connaître. Et la musique Malouf, j'ai vu des images aussi, on célébrait les mariages à Constantine à travers cette musique. Bien sûr, c'est la musique. Alors c'est une musique un petit peu, pas triste, mais des fois elle peut être un peu sombre, et en même temps, elle est le symbole de la fête, parce que les familles qui avaient un événement heureux dans la vie faisait appel à notre père, ou bien au père de Enrico Macias également, à travers Raymond Léris, qui était aussi un maître de cette musique. Et donc, il y avait comme ça plusieurs familles qui étaient un petit peu représentants de cette musique, et mon père était appelé pour les fêtes. Il connaissait la vie de chaque famille. C'était extraordinaire. Alors, il se trouve qu'il y avait cette musique, effectivement, la musique Malouf, mais il y avait aussi à Constantine d'autres musiques, et en Algérie d'autres musiques. Et il y a quelqu'un qui a célébré lui aussi le Chabi. C'est Robert Castel avec son père, Lili Labassi. Car effectivement, il y a plusieurs formes de musique en Algérie, et Robert Castel, qui était un humoriste, qui avait créé notamment des sketchs avec Lucette Saïké, sa femme, a été très imprégné de cette musique.
Il était très imprégné. Il avait sa note d'humour qui était sa carte de visite, et il avait sa note de nostalgie qui était son fort intérieur. Moi, je l'ai vu à travers ce fameux groupe qui s'est reconstitué il y a quelques années, auquel il a participé, qui était dont le nom m'échappe à l'instant, pardon. En tous les cas, ce fameux groupe, il a retransmis cette musique, aussi bien le Chabé que le Malouf. Il jouait très 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 bien, et du violon et du oud un petit peu et tout. Et il y a aussi Lili Boniche, il y a eu des noms comme ça qui ont traversé le temps parce qu'ils représentent une authenticité, ils représentent toute une histoire. Et à Constantine, pour vous, il y avait une tradition, il y avait le soir, le devoir à la maison, le goûter et ensuite la musique. Alors ça, c'est la stricte réalité, et en même temps la belle réalité, parce que c'était l'enfance, et puis maintenant en étant à notre âge, on se rend compte mieux de la force de la filiation, le bonheur que l'on a d'être avec les enfants pour partager des moments, et je n'ose imaginer, j'imagine le bonheur que mon père devait avoir d'avoir ses enfants autour de lui, pour que après que les devoirs aient été faits d'une manière un peu archaïque, mais en tous les cas ils étaient faits, il devait être heureux de transmettre sa musique à ses enfants. Oui, et chacun avait un instrument de musique différent. Oui. Claude, par exemple, c'était la guitare, et jusqu'à aujourd'hui, quand on est sur scène, Claude, j'ai toujours le sentiment que, avec un même instrument, chacun joue comme il veut. De Clapton à Claude Nakache, il y a tout un monde, et au bout des doigts, il porte toute son histoire, notre frère Claude. Alors, les percussions de l'un, le violon de l'autre, Norbert apprenait le violon, chacun apprenait ce qu'il... Oui, mais Norbert avait pris des cours de violon, justement, et c'est ça qui l'ennuyait, parce que les cours ne l'intéressaient pas. Mais Jacques, vous savez tout. C'est extraordinaire. Alors, c'était un monsieur qui s'appelait Tanit. Et moi, l'image que j'ai, elle est à travers ce que j'ai entendu. Donc, il y a plein d'anecdotes de la vie. Mais moi, j'ai entendu des anecdotes où Norbert, quand monsieur Tanit arrivait à la maison, il se cachait, et ma mère, au lieu de l'engueuler, elle lui disait « Mets-toi à gauche, il va pas te voir. Et je vais lui dire que tu n'es pas bien aujourd'hui, ou que tu n'es pas encore rentré de l'école. » Et ce qui fait que elle a aidé à ne pas faire assez de violon. Mais oui. Il a toujours vécu avec ce bonheur d'être comme ça, amoureux de son violon. Oui, et puis la musique était instinctive chez vous, finalement, vous n'aviez pas besoin d'enseignement. D'abord, elle était instinctive, pas besoin d'enseignement, mais en même temps, dans tout, je crois, et les jeunes gens qui sont dans le studio aujourd'hui doivent le savoir, que votre instinct va vous porter, mais le travail rigoureux va vous déterminer dans vos vies. Ces jeunes viennent des écoles et suivent comment on travaille à la radio, et viennent de temps en temps comme ça assister à des émissions. Alors, vous jouiez vous aussi au foot, mais avec des boîtes de sardines, je crois. Mais toutes les petites communautés populaires ont joué avec des boîtes de sardines. On a tous joué au foot avec un petit ballon qui n'en était pas vraiment un. Et puis en même temps, ça fait partie un petit peu de cette enfance où finalement, quand on est arrivé à Paris, on était effectivement dans une situation sociale difficile, on va dire. Mais en même temps, tellement de bonheur. Oui, mais en plus, la vie était modeste là-bas. Les maisons étaient ouvertes, c'était pas le grand luxe, mais c'était le bonheur. Bien sûr que c'était le bonheur, et même si on est parti très 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 jeune de là-bas, on est parti vraiment avec le souvenir du bonheur. Et puis il y avait quelqu'un aussi qui a compté dans vos jeunes années. Écoutez ce morceau. Toutes ces années d'indépendance, je n'ai pas pu les voir grandir, parce que j'avais pris mes distances avec ceux qui me faisaient souffrir. C'est une chanson de Claude, avec Claude Nakache et Hamdi Benani, qui a été très important dans votre carrière et votre vie. Elle est le symbole d'une rencontre. Et puis en même temps, dans cette chanson, moi j'ai toujours, pardon de s'auto-flatter, mais les mots qui ont été écrits par notre frère Alain, sur cette période d'indépendance et sur ce goût que l'on a gardé de l'Algérie,
il y a une vérité profonde dans nos cœurs. Hamdi Benane était un homme qui hélas nous a quittés il y a quelques années, un ami sincère et profond de la famille Nakache, un ami plus précis encore de notre frère Claude. Et quand ils chantent tous les deux cette chanson, c'est bouleversant. C'est une chanson qui est très très appréciée modestement et qui est très très importante parce que je tiens à rendre hommage encore à Hamdi Benane. Parce que cet homme il a toujours appartenu à sa communauté, il a toujours été bien dans ses bottes, il a toujours eu ses amis juifs, il a toujours aimé mon père, il a toujours aimé ses amis, et en même temps il a toujours été lui-même, il a jamais failli, et c'est un homme d'une grande justesse. Et quand on a chanté ensemble une fois, sur scène ou plusieurs fois sur scène, et notamment lors d'une émission à Montréal sur les plaines d'Abraham où il y avait des dizaines de milliers de spectateurs. Je me souviens très bien de ce sentiment parce qu'on s'est regardé pendant 2 secondes sur scène. Il y avait le brouhaha d'une immense plaine remplie de milliers de gens. Et quand on a commencé juste à prononcer les premières paroles de cette chanson, on a entendu le silence. Et je tiens à rendre hommage à notre ami Hamdi Benane. On l'appelait l'ange blanc parce qu'il avait toujours un violon blanc à côté de lui. Et votre première télévision en France, c'est avec lui. Vous l'accompagnez dans une émission qui s'appelait Mosaïque le dimanche matin sur France 3 en 1987, le 8 février. Et vous l'accompagnez tous les 5 pendant qu'il chante. C'est avec la musique Malouf. Exactement. Et c'est avec ce moment, je trouvais cette émission extraordinaire parce qu'elle représentait vraiment cette réalité de la racine et de l'intégration, mais sans qu'il y ait vraiment de conflit et pas de compromis non plus. Cette émission était magique et ce moment, c'était magique parce qu'il chantait les mêmes morceaux que mon père nous avait appris et ensemble, entre juifs et arabes et sans démagogie aucune, juste entre amis, on a donné à cette musique son élan. Il y a une autre émission de télévision très différente qu'on va évoquer tout à l'heure à travers une autre date, le 18 mai 1987, tout à l'heure donc sur Sud Radio avec Marc Nakache. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marc Nakache, représentant de la famille des Nakache, qui seront le 10 septembre à la salle Gaveau pour un concert qu'on va évoquer tout à l'heure, un concert ou plutôt une soirée familiale. Mais j'en reviens à une date importante dans votre parcours, le 18 mai 1987, pour vous allez passer dans cette émission et chanter ce qui va devenir votre premier succès. Cette émission, c'est celle-ci. La classe, car vous êtes dans la classe ce soir-là entre Anne Romanoff et Chantal Gallia pour chanter pour la première fois cette chanson. Elle imagine la chaleur immobile des villes blanches. Elle imagine ces musiques aux fenêtres, le chagrin. C'est fou, hein. Vous avez débuté à la télévision avec votre plus grand succès dans La classe de Guy Lux, avec Fabrice. Oui, c'est très étonnant parce qu'à l'époque, finalement, il y avait différentes émissions de télé comme aujourd'hui et tout, mais beaucoup plus à l'époque. Et puis, effectivement, la première télévision qui avait été faite à l'époque était dans ce contexte très sympathique avec des gens qui sont devenus des grandes stars de l'humour et tout. Et cette chanson qui avait vraiment un caractère totalement plus solennel, à débuter là-bas, et on avait été très bien reçus, on avait été bien accueillis, puis il y avait et du rire, et puis je me souviens bien de chacun de ces humoristes qui ont mis leur humour dans leur poche et qui ont mis leur émotion dans leur regard. Alors cette chanson, elle imagine au départ, c'est une chanson qui raconte l'histoire de Martine, votre sœur, qui, à l'inverse de vous 5, est née en France. C'est précisément l'histoire de cette génération qui est née ici. Donc Martine est née à Paris, elle n'a pas connu là-bas, et quand on parle de seconde génération, ce sont toutes ces générations, et en même temps, quelque part, c'est très ouvert, parce que c'est pas seulement sur cette niche de juifs de Constantine, il y a des millions de gens en France qui n'ont pas connu Lisbonne, ou ce que l'on voudra, toutes ces villes de la Méditerranée ou d'ailleurs, et qui sont nés ici, et qui n'ont pas connu là-bas, mais
Elle imagine, c'est la porte ouverte au rêve. Elle imagine, c'est la porte ouverte aux racines. Et quand ce texte a été écrit, quand notre frère Alain l'a déterminé dans cette direction, ça a été vraiment un angle très précis parce que c'est le symbole d'une intégration et en même temps un regard sur soi-même avec les racines. Elle a eu un succès, cette chanson, Marc Nakache, que vous n'imaginiez pas au départ. Non, ceci dit, non, on n'imagine jamais le succès. Fort heureusement, ça serait, si les choses devaient s'inscrire comme ça serait trop facile. Cependant, le jour où cette chanson a été finie, mixée, et je m'en souviens très très bien, parce que les musiciens le savent et on passe beaucoup de temps en studio, on passe beaucoup de temps pour essayer de fignoler chaque chose, et puis des fois les petits sons prennent 3 heures parce que c'est comme ça. Je me souviens très bien qu'à 8 heures du matin, après une nuit sans sommeil, et avec toute l'énergie de la jeunesse et du bonheur de faire les choses, je me souviens très bien avoir eu des larmes aux yeux en me disant « Waouh !» avec nous-mêmes, parce que j'avais l'impression et le sentiment qu'on avait fait une rencontre, une chanson comme elle imagine, ou n'importe laquelle d'ailleurs, en tous les cas avec une chanson entre un artiste et quelque chose qui va devenir déterminant dans sa vie. C'est une rencontre, c'est comme une rencontre avec un regard d'une femme, c'est une rencontre. En fait, c'est une chanson qui a touché tous les rapatriés, dont vous faisiez partie, et qui a été un hymne populaire. Parce que je crois que les choses qui deviennent populaires sont les choses sincères. Elle était sincère, on chantait cette chanson avec, vous savez quoi, ça fait quand même quelques années maintenant, et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui encore, c'est pas seulement un tube, c'est toujours sympathique un tube, mais c'est pas ça vraiment. Je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui l'écoutent découvrent un petit peu la vie de leurs parents, de leurs grands-parents, et c'est quelque part comme, vous savez, je me rends compte que beaucoup de jeunes aiment aller dans un restaurant un petit peu typique parce qu'ils vont y trouver les goûts, ils aiment appartenir à une communauté parce qu'ils retrouvent un petit peu l'enfance qu'ils n'ont pas eue et celle de leurs parents, de leurs grands-parents. Et elle imagine, c'est un petit peu comme un condiment de cette histoire. Vous ne l'imaginiez pas et vous n'imaginez pas non plus ce qui allait vous arriver quand en pleine nuit à Constantine en 62, vous devez fuir le pays, Marc Nakache. Ça a été un moment qui reste dans votre mémoire. Alors moi j'étais tout petit et même mes frères étaient assez petits pour oublier, mais déjà assez grands pour s'en souvenir. C'est-à-dire que il y a eu pareil, la rencontre, on peut pas ne pas raconter cette histoire parce que sans rentrer dans les détails et tout, en tous les cas, un ami proche de notre père qui appartenait au FLN parce que c'était sa direction de vie, c'était sa vie que d'être dans sa logique politique. Finalement, cet homme, on va l'appeler Karim. En tous les cas, cet homme a ouvert la porte à mon père en lui disant. À l'époque, il y avait eu, donc on parlait tout à l'heure de Enrico Macias et de Raymond Léris, son beau-père. Et ce beau-père avait été donc assassiné quelques temps auparavant. Et puis bon, c'était la guerre. Et comme c'est la guerre, il y a toujours des choses un petit peu abominables qui se proposent, hélas. Et mon père devait aussi faire partie de la liste. Et cet homme l'a aidé à mieux partir. Sa femme a été une amie de notre mère, elles se sont embrassées, elles ont fait propre la maison avant de partir, c'est incroyable. Et vous avez pris le bateau, il a fallu prendre des chemins détournés, vous avez pris le bateau à Marseille, et vous êtes retrouvé pendant des semaines à vivre à 7 dans une chambre pratiquement, Marc Nakache. Mais oui, mais si on met ça sur un papier, ça ferait pleurer parce qu'on se dit oh, mais pas du tout, c'est que des souvenirs de bonheur. Et puis quand on est arrivé sur ce quai de gare à Paris, c'était pas le quai d'une gare d'arrivée, c'était quelque part, et c'est ça la différence, c'était le quai d'une gare d'un nouveau départ. Exactement. Et l'espoir est toujours resté en vous. Il n'y a jamais eu de moment de tristesse. Nous, en tant qu'enfants, jamais. Nos parents ont toujours eu la nostalgie et nous, en tant qu'enfants, on a toujours eu une appartenance. D'ailleurs, vous avez hésité à retourner là-bas quand on vous l'a proposé.
Oui, on a hésité parce que autant on est attiré par le fait d'y aller, en même temps, on a toujours eu des ordres, des contre-ordres et des choses. Et non, c'est un pays qui reste dans notre cœur. C'est une histoire qui nous appartient. Je ne sais pas si un jour je retournerai en Algérie. Je préfère garder un petit peu cette vision onirique. Et effectivement, celui qui vous a précédé, vous l'avez cité, c'est Enrico Macias. J'ai quitté une amie. C'est vrai que cette chanson Adieu mon pays a marqué beaucoup de gens. Je vois encore ses yeux. C'est la chanson du départ et de l'arrivée, parce que c'est vraiment, il est le symbole de toute cette génération, toute cette communauté, de toute cette histoire. Qui n'a pas entendu cette chanson, qui ne l'a pas aimée et qui n'a pas pleuré sur sa propre histoire en l'écoutant? Il était à Vichy quand on lui téléphone pour dire venez à Paris pour 5 colonnes à la une. C'est comme ça qu'il est passé à la télévision. Oui. Et il vivait misérablement dans les cabarets et il passait un soir à Pigalle à 3h du matin dans un cabaret avec juste avant lui un jeune qui débutait qui s'appelait Johnny Hallyday. C'est extraordinaire. C'est des histoires magiques de la vie, bien sûr. Et puis la musique, ça a commencé avec une chanson très particulière pour vous au temps du disco. Car c'était les Nakash Brothers en 76. Qu'est-ce que c'est que ça, Marc Nakash? Alors, on est beaucoup plus jeunes. On a toujours cette notion d'appartenance à nos racines et tout. Et en même temps, on est en plein dans le disco. On est jeune, on est fou, on a des pattes d'éléphant. Et puis, on est dans notre temps. Alors, ce rythme-là était un rythme c'est notre frère Norbert qui avait été l'instigateur et le créateur de cette chanson. De cette chanson, oui, on va dire de ce son pour être actuel. Et en même temps, Zendalé, c'est un mode aussi musical du Malouf. Donc, il y a encore un mélange. Donc, les gens ne savaient pas que ce que peut être Zendalé, mais c'est un mode musical du Malouf. Ce sont vos débuts dans la chanson. C'est votre premier disque. Ouais, je crois bien. C'est votre premier album, premier disque avec une pochette assez surréaliste, avec des dessins, plein de couleurs, comme au temps du disco. Exactement, on est en plein dans notre époque. Je crois que ces jeunes gens appartiennent à leur époque, on appartenait à notre époque. Et cette pochette, c'est vrai qu'elle était surréaliste. Et quand je suis retombé sur cette pochette il y a quelques années, elle avait été dessinée, j'ai oublié son nom, hélas, parce que j'aurais bien voulu lui rendre hommage à l'instant, mais c'était fait à la main, d'une beauté rarissime et qui correspondait totalement à cette période de vie. Alors, il y a cette période de vie de la chanson, mais il y en a une autre qu'on va évoquer à travers la date du 2 septembre 1995. À tout de suite sur Sud Radio avec Marc Nakash. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marc Nakash, représentant des 5 frères Nakash qui seront à Gavot dans quelques jours le 10 septembre. On a évoqué vos débuts dans la chanson, votre arrivée en France, mais il n'y a pas que la chanson, parce que le 2 septembre 1995 est sortie cette chanson. Ophélie Winter, et on ne sait pas toujours que derrière cette chanson, ce grand succès, il y a les frères Nakash. C'est encore le symbole des rencontres. Et puis en même temps, c'est très original de voir autant entre Zendalé dont on parlait il y a un instant et Dieu m'a donné la foi et au milieu elle imagine et encore d'autres chansons et tout, c'est la preuve que la musique, on a toujours un style de musique, on a toujours quelque chose, mais la rencontre avec Ophélie a été une rencontre très très importante parce elle avait quelque chose de particulier, cette jeune femme. Oui, alors il faut savoir qu'Ophélie Winter avait fait 2 chansons quand elle avait 10 ans, la chanson des klaxons et Poil de carotte qui n'avait pas marché du tout, un peu comme Vanessa Paradis qui a enregistré un disque à 8 ans qui n'a pas marché du tout. Elle fait ses études, elle devient mannequin, elle pose pour l'Écho des Savanes, le journal de Gottlieb, et puis elle tourne dans Salut les musclés, et puis vous la découvrez. On l'a découverte, à vrai dire, c'est Gérard et Norbert qui l'ont découverte parce que des fois la vie est faite, vous savez, dans un mariage, des fois au niveau religieux, on dit des fois que la femme que l'on va rencontrer, elle habite juste sur ton palier, que ce serait même la meilleure des rencontres. Et elle était pas très loin, elle habitait non loin de Gérard et Norbert, et ils me l'ont présenté, et puis on a découvert une petite jeune fille pétillante, attachante, et surtout
et surtout une vraie chanteuse. C'était pas seulement les belles bouclettes et le petit corps de ses 18 ans, c'était surtout une vraie chanteuse qui avait un style, et je crois que en chantant Dieu m'a donné la foi, dont on a été les co-compositeurs et co-auteurs, je rends hommage d'ailleurs à son frère Michael qui a amené vraiment un élément essentiel dans ce titre. Mais en tous les cas, ça a été vraiment une vraie rencontre humaine, et surtout avec une artiste qui a déterminé le titre. Et à l'époque, on appelait ça la New Jack à l'époque, ça n'existait pas vraiment en France, elle a été vraiment un précurseur. Oui, et elle a fait une émission de télévision, Dance Machine, qui était aussi une première, la plus grande discothèque du monde. Il y avait eu un essai 3 ans avant qui n'avait pas marché, et donc ça a lancé sa carrière et ça a créé un genre qui est encore d'actualité aujourd'hui. Mais je me rends compte que quelques années plus tard, ça fait comme 20 ans maintenant, oui. Ça fait 20 ans, et c'est toujours d'actualité dans le son, dans le rythme, dans cette façon de poser les mots comme elle a su le faire et tout. Nous avons été heureux de faire ce bout de chemin ensemble. Après, c'est comme dans les couples, on se sépare parce que c'est la vie, et puis des fois il y a des choses qui ne peuvent même pas s'expliquer, mais en tous les cas, je garde vraiment le souvenir d'une très belle rencontre avec une chanteuse, une artiste de qualité. Et je crois d'ailleurs que le label de Prince, car elle était liée à Prince à cette époque, vous a contacté à un moment. Elle était tellement charismatique. Et puis, alors Prince, c'est très très simple. Un soir, Jackie Lombard, qui est une productrice que le métier connaît, qui est la star des stars, a vu la gentillesse de nous recevoir, Ophélie et moi, en coulisses du concert de Prince, mais comme ça. Et on est rentré dans les coulisses. Et puis Prince a rencontré Ophélie, c'est comme dans les histoires d'amour. Il a rencontré Ophélie, il est resté pendant 2 secondes. Moi, je le connaissais pas, Prince. Nice to meet you. Et puis voilà, ça prenait 3 secondes, et il est resté subjugué devant. Et finalement, au bout de quelques instants, elle me dit, il m'invite en studio. Je vais aller en studio avec lui après son spectacle. Ouais. Je dis à demain, et c'était magnifique. Et puis finalement, je crois qu'ils ont eu une relation humaine ensemble. Après, c'est leur vie. Et puis elle a collaboré avec lui et tout. Mais quelque part, les chansons, les titres faits en France, avec toute l'équipe de base et tout, sont ceux qui restent quand même déterminants dans sa vie. Et Prince, ça reste comme ça une chose extraordinaire qui lui est arrivée, bien sûr. Et puis il y a un autre mannequin aussi dont vous avez travaillé les chansons. Inès Rivero, Hasta siempre Che Guevara. Alors moi, cette chanson, c'est une chanson classique, puisque je crois qu'elle a été créée après la mort de Guevara, elle est devenue un hymne. John Baez l'a chantée, Nathalie Cardone en a fait un succès aussi. Et je sais même qu'il y a une chanson de Jean Ferrat qui a été créée par Lynn et Willy à partir de cette chanson, qui s'appelle La jeunesse ne t'oublie pas, qui est inspirée de cette chanson. Je ne sais pas si vous le savez. Non, je ne savais pas ça. Alors, vous avez repris, et donc le mannequin s'appelle Inès Rivero, et vous avez découvert et produit cette chanson. Cette chanson, Inès Rivero, c'était au-delà d'être une très jolie femme, elle avait surtout un naturel et puis une appartenance, elle était de Cordoba. Elle était de Cordoba, et à cette époque-là, on avait eu l'envie de reprendre cette chanson. Elle a été une interprète délicieuse parce qu'elle était vraiment authentique. Nathalie Cardone aussi était vraiment une très très belle interprète. On s'est retrouvé un petit peu à avoir un peu avec Nathalie Cardone et tout bon, elles étaient en même temps sur le même profil historique, et ça a été un succès pour tout le monde. Puis surtout, la chanson a été respectée et l'histoire a été respectée, et Inès Rivero, c'était une délicieuse et femme timide, discrète et d'une très belle qualité artistique. Et Nathalie Cardone vit aujourd'hui discrètement dans le Midi, oui, avec son fils qui réussit, puisqu'il est passé dans The Voice, avec Tata Yo-Yo. Je ne sais pas si vous avez suivi Jim Boer, qui a beaucoup de succès, le fils d'Axel Boer et de Nathalie Cardone. Et puis une autre chanteuse aussi vous doit ses débuts, Marc Nakache.
Hélène Ségara, avant Notre-Dame de Paris, a travaillé avec les frères Nakache. Alors, elle ne nous doit pas ses débuts, mais nous avons eu le bonheur de travailler à ses débuts. Voilà. Ses débuts appartiennent à Orlando et au fabuleux Orlando. Oui. Et donc, on lui laisse la paternité de son goût et de son travail. Mais on a eu la chance de travailler très tôt avec elle, au moment où elle avait déjà fait un premier succès qui s'appelait... peu importe, Oui. en tous les cas, voilà, et qui était une bien jolie chanson. Et dans cet album, on a eu le bonheur de travailler sur plusieurs titres, dont Les Vallées d'Irlande, qui a été un titre important dans le début de sa carrière. Et elle n'était pas encore la vedette de Notre-Dame de Paris. Elle n'était pas encore la vedette de Notre-Dame de Paris, et bien c'était déjà une excellente et magnifique chanteuse, et puis une belle personnalité. Et les années font qu'on ne se voit plus, parce que c'est la vie, elle est ainsi faite. Ben alors vraiment, si elle écoute notre émission, on l'embrasse parce que c'est vraiment quelqu'un de qualité. Qui a une passion totale pour la cuisine, qui a fait des livres de cuisine, et finalement, sa vraie vie, ça aurait été d'avoir un restaurant et d'être cuisinière. Pourquoi pas? Elle aurait pu chanter au restaurant. Mais en tous les cas, c'est vraiment une personnalité fabuleuse. À chaque fois, vous repérez des voix, Marc Nakache. Exemple, celle-ci. Me manque déjà, il suffit de quelques heures et la vie me fait peur. Avec tous ces pourquoi, tu me manques déjà. Chimène Badi qu'on a reçu plusieurs fois dans Les Clés d'une vie, qui a une voix fabuleuse. Et là aussi, ça fait partie de votre histoire, Marc Nakache. Bien sûr, parce que c'est une belle voix, et puis quand on a eu le bonheur que cet artiste majeur chante cette chanson, on a été très heureux, très heureux, parce que c'est une très belle voix. Et d'ailleurs, si aujourd'hui encore elle est encore aussi aimée et qu'elle nous émeut encore à tous, c'est que c'est vraiment une artiste particulièrement talentueuse. Elle a fait un répertoire autour d'Edith Piaf qui a eu un énorme succès récemment. Mais comment vous êtes entré en contact? Comment à chaque fois vous arrivez à avoir des chanteuses à voix comme ça que vous avez produit pendant quelques années et travaillé avec elles? Le producteur, en l'occurrence, c'était Valérie Zeytoun, qui est un homme qui a su entendre et repérer et promouvoir beaucoup d'artistes. C'est simplement que la rencontre entre Valérie, elle et nous, s'est faite d'une manière... Les rencontres, finalement, de la vie, c'est très souvent des choses très simples. Je crois qu'il faut, si je peux donner un conseil à nos enfants, toutes les périodes de la vie, toutes les choses qui peuvent se faire, c'est quand on appartient à une sorte de famille, quelque chose, et puis les choses se proposent, et cette chanson était faite pour elle, et Valérie Zeytoun a beaucoup contribué au fait de cette rencontre essentielle. Oui. Et à chaque fois, les 5 frères sont dans l'aventure? Ou est-ce qu'il y a un partage des tâches? Le partage des tâches se fait automatiquement. Alors c'est très rigolo parce qu'une fratrie, c'est très important parce que c'est tellement rare. Notre mère, par exemple, c'est très sympathique. Notre mère, quand on passait à la télé tous ensemble, alors il paraît, on nous racontait que notre sœur nous disait, mais alors quand elle vous a vu, elle vous embrassait tous sur l'écran. Non, parce que c'était trop sympathique d'avoir cinq fils comme ça qui sont un petit peu reconnus, qui sont comme ça au devant de la lumière. C'était très sympathique. Maintenant, dans la vie courante et dans la vie professionnelle artistique, chacun a son goût, chacun a sa façon d'être. Et je vous disais tout à l'heure que Claude, notre frère, pour ne citer que lui, porte en lui, par exemple, au bout de sa guitare, il fait des solos sans connaître la moindre note, mais il fait des solos qui c'est bon, c'est extraordinaire. Moi, je reste bouche bée quand on est sur scène et qu'il joue. Je reste encore aujourd'hui ébahi devant son jeu. Et en même temps, il porte toute son histoire au bout des doigts. Et ça, je trouve ça magnifique. Alors, on se mélange, on se querelle, on s'engueule. Et puis, il y a des périodes de vie où on fait plus de choses qu'à d'autres moments. Et puis, il y a encore une chanteuse que vous avez repérée à l'époque où elle n'était rien et elle est devenue très importante. Yael Naïm qu'on a vu dans les 10 commandements, dans d'autres comédies musicales. Et là aussi, vous êtes intervenus, les frères Nakache. Rencontre très simple avec une artiste hors du commun.
un petit bout de chou comme ça. Et quand on a connu un petit peu sa famille, ses parents, son papa qui nous a quittés il y a quelques années, on a rencontré une artiste incroyable. Avec son petit piano comme ça, elle s'est posée au studio. On s'est rencontrés quelques jours avant, on a essayé, on avait un titre qui s'appelait Do I Do, que l'on voulait... on voulait faire la rencontre avec une artiste et on s'est dit, mais c'est elle évidemment. Et puis on a appris à se connaître, on a passé beaucoup de temps ensemble à créer des chansons, à faire son premier album. Et puis après, elle a fait sa vie et puis elle a réussi une carrière. 3 victoires de la musique quand même. Bien sûr, c'est une artiste exceptionnelle. Puis quand même étonnant aussi, c'est un rappeur, G5. Je vous imaginais pas Marc Nakache travailler avec un rappeur. J'ai pas une tête de rappeur. Non, c'est pas ça. C'est pas exactement la musique que on a entendue jusqu'à maintenant. G5, c'est Modern Times, c'est Charlie Chaplin, un projet qui s'était élaboré. Et puis à travers ce projet, il y a eu donc cette rencontre avec cet artiste. C'est très simple. Alors là, l'histoire est extraordinairement simple. C'est tout simplement un jeune garçon d'un ami à moi qui est parti vivre aux États-Unis dans sa jeunesse. Il a fait sa vie là-bas. Il revient à Paris avec son fils, un petit jeune de 18 ans qui ne dit pas un mot de français. Et puis j'étais au studio et puis il me dit tu sais que mon fils fait du rap. On l'enregistre pour le plaisir comme ça, de faire plaisir. Et puis j'entends un petit mec c'était l'époque de Eminem et tout, il était pas très loin de sa qualité. Je dis waouh, c'est bien ça. Et puis c'est resté dans l'ordinateur. Quand on a voulu créer quelque chose en fonction de Chaplin, j'ai dit à mon pote Christian, j'ai dit mais tu sais, il y avait le fils de mon pote, Louis. Ressors-moi sa voix. On a mélangé ta-da-da-da-da-da avec cette voix, et c'est comme une sorte de rêve. Immédiatement, ça a collé, et puis ça a fait vraiment un succès mondial. C'est extraordinaire. Et puis, il y a le 10 septembre 2025, la date de vos retours sur scène. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Marc Nakache. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marc Nakache, représentant des 5 frères Nakache, qui seront le 10 septembre 2025, dans quelques jours, à la salle Gaveau. Un retour sur scène pour un soir. Alors d'abord, c'est un retour dans une salle que vous appréciez, car c'est un lieu dédié aux classiques et vous êtes devenus des classiques. Oh, c'est flatteur, merci. C'est très bien. Et en tous les cas, je ne sais pas si nous sommes devenus des classiques, mais en tous les cas, c'est une magnifique salle. C'est une salle qui est l'une des meilleures en Europe au niveau de l'acoustique, puis elle est belle. Alors ça s'est présenté, peu importe les raisons qui ont déterminé le fait que l'on soit dans cette salle. Le défaut que l'on a, c'est de faire des concerts trop rarement. Et la qualité que l'on a, c'est que modestement, c'est toujours un moment de fête. Vous disiez tout à l'heure que c'était plus qu'un concert ou plus qu'un spectacle, c'était presque une réunion de famille. Et je me rends compte que la salle va être remplie non pas de gens que l'on connaît, mais de gens qui nous connaissent. Et quelque part, en nous connaissant, on se connaît parce qu'on a très souvent la même histoire, très souvent les mêmes goûts, les mêmes choses. Et en tous les cas, c'est un moment de partage. J'aime bien cette notion de se revoir, de se retrouver, qui avait été dans le cœur de notre frère Norbert, dans cette notion de retrouver tous les gens. Et je trouve que ça va être bien. Alors, ce spectacle, ça s'appelle Un dimanche de fête, et déjà le décor est un décor tout à fait original, parce qu'il y a une table avec du vin, de l'orangeade, des fruits, des fleurs, de l'anisette. Alors, c'est un dimanche de fête dans le cadre d'un dimanche d'été. C'est tout simplement l'anniversaire de notre père. Il a pris quelques années. On est tous autour de lui, les enfants, la famille, comme dans tous les anniversaires du monde, dans un petit jardin. Et au sein de ce petit jardin, on commence à l'écouter, à le regarder. Il est assis avec notre mère. Il lui prend la main. Il était fou de notre mère. Ça a toujours été une histoire d'amour extraordinaire. De Constantine à toute sa vie, il a toujours été fou de notre mère, et elle aussi d'ailleurs. Et ce que l'on raconte sur scène finalement, c'est ce moment,
ce moment magique de ce beau dimanche d'été où dans ce petit jardin, on s'est tous retrouvés. Et de là, le spectacle commence avec son histoire. Voilà. Il se trouve effectivement qu'il y a différentes boissons. L'anisette est une boisson très importante à l'époque en Algérie. D'ailleurs, c'est une liqueur qui a été créée en 1884 à Alger et qui est aujourd'hui fabriquée à Marseille. Voilà. Et bien sûr, il y a une chanson, une nouvelle version d'une chanson qui a été déjà un succès. C'était un beau dimanche d'été, un beau dimanche de retrouvailles, au rythme lent des éventails. La chanson d'ouverture du spectacle, qui est une version 2024 d'une autre chanson, Marc Nakache. Oui, parce que les chansons, on peut toujours en créer, et on a toujours créé des chansons et tout, mais celle-ci, on a juste voulu lui redonner une nouvelle couleur, et le beau dimanche d'été, c'est vraiment une histoire. C'est parce que quand on raconte cette histoire sur scène, c'est l'histoire de notre père. Non pas parce que notre père serait un homme exceptionnellement exceptionnel, c'est un homme comme tout le monde, mais qui a une vie avec une histoire, avec une appartenance. Et en racontant son histoire, on pose comme ça les jalons de notre propre vie et qu'on essaye de transmettre à nos enfants et aux autres. Alors il y a la fête, il y a la nostalgie. C'est une nostalgie qui n'est jamais troublée par la tristesse, et au contraire habillée par toujours le soleil de l'Algérie, de la Méditerranée. Et c'est un spectacle intergénérationnel. Je me rends compte, comme on le disait tout à l'heure, que finalement, à travers Elle Imagine, à travers nos chansons, les jeunes générations retrouvent leurs parents, leurs grands-parents, une histoire qu'ils n'ont pas connue, ils se retrouvent à travers nous. Je dirais que c'est presque comme c'est dur de dire ça toi-même, mais c'est pas grave. C'est presque comme un bon restaurant où on retrouve des goûts, des appartenances, des couleurs, voilà, et les gens s'y retrouvent. Donc il y a la musique avec votre père, mais votre propre parcours. Comment vous êtes-vous lancé dans la chanson tous les 5 ? Comment cette décision est venue ? Et puis l'aventure n'a pas été simple au départ. L'aventure a été très simple au départ. Elle était très simple parce que ça s'est dessiné tout seul. Ça s'est dessiné parce que de la musique que l'on faisait autour de la table le vendredi soir après le Shabbat ou dans la semaine, la vie nous a fait évoluer dans un sens. Notre frère Alain a toujours écrit des textes très très justes avec ses mots, avec ses émotions, et puis en même temps c'est vraiment le mélange de notre génération. Notre génération, elle est faite de là-bas, elle est faite d'ici, elle est faite de lendemain, et donc à travers nos chansons on retrouve toute notre histoire. Et puis je crois que la notion de famille est très importante. La famille, c'est un ciment essentiel. Alors des fois, bien sûr, dans toutes les familles, il y a des hauts, des bas, des énervements, des colères, des joies, et puis en même temps, au dernier moment de tout, quand on voit le parcours de nos vies les uns et les autres, on se rend compte que finalement la famille, c'est l'élément essentiel de notre vie. Et quand vous avez commencé, est-ce que vous pensiez que vous feriez une aussi longue carrière et que vous reviendrez aujourd'hui sur scène, Marc Nakache ? Alors, j'aurais jamais imaginé que l'on aurait une aussi longue carrière, mais à contrario, je n'aurais jamais imaginé de ne pas poursuivre la musique jusqu'à 120 ans, comme on dit. Donc, c'est pas vraiment une carrière, c'est un rendez-vous. Et quand on a pris ce rendez-vous avec le 10 septembre prochain à Gavot, c'est non pas pour aller plus loin et plus près des étoiles, comme dirait l'autre, mais en tous les cas, c'est simplement parce que à un moment donné, c'est une sorte d'appétit que l'on est obligé d'exorciser, qu'on est obligé dont on doit profiter, parce que ce bonheur d'être sur scène et de partager nos chansons, de partager nos émotions, de pleurer et de rire avec les gens et de chanter, c'est magique. Oui, c'est un spectacle interactif. Vous dialoguez avec le public, Marc Nakache. Alors, on dialogue avec le public parce qu'on chante ensemble. On dialogue avec le public parce qu'on se sourit. On dialogue avec le public parce que si quelqu'un a envie de raconter une anecdote au hasard d'une chanson, et non pas au milieu, mais en tous les cas, le cœur est ouvert pour que si, par exemple, vous êtes ce soir-là avec nous, et j'espère bien que vous serez parmi nous, Jacques, ce soir-là dans quelques jours, si vous avez envie de raconter quelque chose, eh bien, le micro est ouvert et le cœur est ouvert pour le faire. Alors, j'ai vu une interview où vous avouez que les frères Nakache ne sont pas souvent sur scène parce qu'ils sont flemmards.
Les frères Nakache ne sont pas souvent sur scène parce qu'ils sont flemmards et c'est souvent à cause de moi. Bonjour. Ah bon, d'accord. mais en même temps, votre discographie a beaucoup évolué. Et au départ, c'était même pas Nakache tel qu'aujourd'hui, c'était Nakache Latino avec cette chanson. Je t'ai monté des pays latino-magiques. Buenos Aires. Charleville-Mézières. Alors on est quand même loin de Constantine là. On est loin. Mais ouais, c'est des moments de jeunesse. Charleville-Mézières, c'était quoi? C'était tout simplement, nous étions à l'époque, je me souviens, dans la tournée Europe 1. Et c'était très sympathique, on passait vraiment des moments magiques. Et un jour, un dimanche midi, on a dit au revoir aux gens avec qui on avait passé tout le week-end dans cette petite ville de province. Et c'était pas Charleville-Mézières, d'ailleurs, c'était une petite ville de province où on avait chanté la veille et tout. C'était ou l'avant-veille, c'était vraiment très sympathique. Et brusquement, il y a eu comme ça ce silence du dimanche après-midi. Un dimanche après-midi où j'ai entendu du silence. Et dans la séparation des uns et des autres, ça a été la détermination à chanter Charleville-Mézières. D'ailleurs, à l'époque, nous, on a rendu le symbole d'une solitude. Charleville-Mézières, il n'y a pas grand-chose à faire. Charleville-Mézières, c'était les sorts pareils. On avait reçu une lettre du maire qui nous avait dit vraiment, il y a beaucoup de choses à faire à Charleville-Mézières. Et c'est une ville très sympa. On n'a pas besoin de rêver de Buenos Aires pour vivre à Charleville-Mézières. Quelques années plus tard, pardon. Et Charleville-Mézières est très connu parce que c'est la ville natale d'Arthur Rimbaud, qui détestait cette ville et qui a surnommé Charleville-Mézières la petite ville imbécile. Et il est parti à 16 ans. Donc vous n'êtes pas les seuls. Donc on n'est pas les... Mais bon, je ne comparerai pas Arthur Rimbaud, mais en tous les cas, Charleville-Mézières, ça a été le symbole effectivement d'une solitude que peuvent avoir beaucoup de gens, mais il faut pas être méchant, c'est pas vrai. Il se trouve aussi qu'il y a eu aussi beaucoup de concerts caritatifs à une époque auxquels vous avez participé. Alors, les concerts caritatifs, on y a beaucoup participé parce que très souvent, ils sont le fruit de demandes très saines. Saines, ça veut dire que c'est souvent pour aider, c'est souvent pour aider celui qui n'a pas. Très souvent, c'est parce que des gens se mettent au boulot pour aider des gens qui en ont besoin. Alors en général, nous évitons, et on a toujours évité les réunions politiques. Mais c'est vrai que on a toujours essayé de chanter à bon escient et toujours avec le même respect de nos convictions et des gens à qui on peut donner ce que nous sommes. Et puis il y a un concert aussi qui a marqué votre carrière, le seul que vous ayez fait avec Martine, votre sœur, à l'Espace Cardin. Oui, effectivement, parce que Martine, elle imagine. Oui. Elle imagine, Martine. Et c'est notre sœur, c'est notre princesse, même si des fois elle nous dit, vous êtes vraiment des salopards parce que vous occupez assez de moi ou trop occupé de moi, mais ça c'est pour rire entre nous. Mais Martine, oui, elle chante une chanson qui s'appelle L'éclair au chocolat. L'éclair au chocolat, c'est une chanson qui parle d'une femme, d'un fils, d'une fille qui va voir une maman vieillissante et c'est très tendre parce que dans le refrain de ce texte écrit par Alain, elle dit « J'entends d'avance, en parlant de notre mère, le jour où on va la voir aussi bien elle que nous, j'entends d'avance son petit pas qui danse, ce pas feutré de pantoufles affolées. » Et c'est vrai que notre mère, quand elle savait ou qu'elle entendait dans le bruit des escaliers le fait que l'on puisse arriver, c'est le symbole de cette vieillesse où on a besoin de tendresse, besoin de rendez-vous. Et puis derrière nous, à chaque fois, elle aimait quelque chose, c'était son petit éclair au chocolat. Donc c'est un moment... Et il y a un autre moment de douceur qui se prépare, mais d'aventure aussi, c'est la légende de Monte Cristo, car vous avez adapté Monte Cristo en comédie musicale, que vous allez débuter au Dôme de Paris avant de partir en tournée. C'est un projet fabuleux qui a été initié par, j'aime bien donner les prénoms des uns et des autres, parce que tout à l'heure vous parliez de qui fait quoi et tout, qui a été initié par notre frère Norbert. Il le monte avec ses enfants Roman et Stéphane. Et ça reste encore une histoire de famille, et les générations se suivent, les fratries restent, et c'est un projet absolument extraordinaire. J'étais encore il y a quelques jours en studio en train d'écouter
d'y participer délicatement pour y donner mon goût et familialement on donne notre goût là-dessus et c'est un projet qui est fabuleux parce que c'est une histoire évidemment que l'on connaît tous et sur scène ça va être quelque chose de fabuleux. Les enfants de Norbert et Norbert d'ailleurs vraiment on lui donne un maximum de talent et de temps et d'énergie pour ce projet. Il faut savoir que Monte Cristo, c'est parti d'une histoire vraie, en fait. C'est un cordonnier qui aurait été victime de ça, et c'est à partir de ça que Alexandre Dumas s'est inspiré pour imaginer le personnage d'Edmond Dantès. L'injustice, il y a des mots qui sont horribles à supporter, mais l'injustice, je crois que c'est l'un des pires mots de l'humanité. Parce que l'injustice, c'est la contresens de la réalité. L'injustice, c'est ne pas comprendre où on va. Et l'injustice, c'est quelque chose que l'on doit réparer. Alors, dans Monte Cristo, il répare. C'est un autre sujet. Après, on peut réparer de différentes façons. C'est autre chose. Et les interprètes, je le précise, notamment, viennent de The Voice. Les interprètes viennent de The Voice et c'est des voix fabuleuses. The Voice, c'est devenu maintenant une sorte d'écrin, je veux dire, de jeunes gens de qualité extrême. Ils chantent magnifiquement bien et les deux artistes principaux et tous ceux qui les entourent sont des voix exceptionnelles. Je les ai encore entendus il y a quelques jours. C'est impressionnant de voir une telle, comme ça, c'est fabuleux. En tout cas, ça, c'est pour plus tard. Et puis, le 10 septembre, dans quelques jours, vous serez à la salle Gaveau, un autre lieu fabuleux pour ce concert, qui, j'espère, aura des suites parce que vous faites beaucoup trop rare et pas seulement au micro de Sud Radio, Marc Nakache. Merci de ce beau moment et merci de tout simplement de ce bon moment passé ensemble. J'espère qu'on se reverra très vite et déjà sur scène dans quelques jours. Exactement. Et puis, dans les clés d'une vie qui sont terminées pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.